À Dakar et sa banlieue, quelques jours après sa mise en service, les usagers apprécient le confort et la sécurité. Et selon le directeur général du CETUD, le BRT va décongestionner la capitale. Thierno Birahim Ao était l'invité du journal de 20h d'hier. Bienvenue à tous. Retour sur cette visite de courtoisie du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye à l'archevêque de Dakar à Popenguine, où la communauté catholique tient la 136e édition du pèlerinage marial. Accompagné de la première dame Absa Faye, le président de la République a réaffirmé son engagement et son soutien dans la réalisation des projets prioritaires. Il a par ailleurs sollicité des prières pour un Sénégal de paix, de cohésion et de prospérité, nous dit Aboubakry Kane. Le déplacement du président de la République à Popenguine est l'expression d'un engagement renouvelé à soutenir les valeurs spirituelles et culturelles qui fondent le Sénégal. Une démarche républicaine saluée par le chef de l'Église dans ce cadre somptueux du nouveau sanctuaire marial de Popenguine. Monsieur le Président de la République, recevez nos hommages déférents et reconnaissants. Nous voici donc sur les lieux qui offrent de nombreux avantages en termes d'espace, d'aération et de projection en vue du futur. Monsieur le Président de la République, nous vous remercions vivement pour votre déplacement sur les lieux qui témoigne de votre estime et de votre volonté de parachever l'œuvre entreprise par votre prédécesseur dans la continuité de l'État. Les pèlerins qui se rassembleront ici, ces jours-ci, à l'occasion de la 136e édition du pèlerinage à Notre-Dame de la Délivrande de Popenguine, ne manqueront pas de prier spécialement pour vous et pour la réussite de votre mission à la tête de l'État du Sénégal, sans oublier vos intentions particulières. Dans ce lieu spirituel plein de symboles, l'occasion a été saisie par le président Bassirou Diomaye Faye, accompagné de la première dame Absa Faye, de s'assurer que toutes les dispositions ont été prises pour que le 136e pèlerinage marial de Popenguine soit une réussite. Monseigneur, je viens ici en témoignage à la reconnaissance que j'ai pour la communauté catholique. Je viens ici à ma qualité aussi, et principalement de président de la République, soucieux des conditions dans lesquelles la forte communauté qui se déplace ici accomplit le rituel annuel du pèlerinage marial de Popenguine. Je viens aussi pour constater et apprendre avec vous tout ce qui doit être fait et tout ce qui reste à faire et qu'ensemble nous puissions identifier les priorités du moment. Placé sous le thème « Marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix », le pèlerinage marial vient clôturer, à travers la Pentecôte, un cycle de grande spiritualité appelé le Carême, les fêtes de Pâques et de l'Ascension. Une période de forte spiritualité, mais une période aussi qui consacre au Sénégal un événement central où des milliers de fidèles viennent communier, où des milliers de fidèles viennent partager des moments de ferveur spirituelle et de solidarité qui sont essentiels pour le devenir de notre nation. Le sanctuaire, construit sur une superficie de 20 800 mètres carrés, offre pas moins de 30 500 places assises. En ce lieu où l'on se sent en communion avec la Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrande, des prières seront formulées pour célébrer la Pentecôte. Le chef de l'État souhaite que celle-ci contribue à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir l'unité dans la diversité au sein de la nation, fondement même de notre vivre ensemble. Cette diversité que nous considérons comme une force
et que nous donnons un exemple au monde entier doit être entretenu par l'engagement soutenu de l'État aux côtés de la communauté chrétienne. Parce qu'en ce lieu, Notre-Dame de la Délivrande, qui est célébrée, nous offre un merveilleux exemple par les valeurs universelles qu'elle incarne dans un modèle de vertu, d'amour, de compassion et de pardon. Toutes choses dont nous avons besoin aujourd'hui au Sénégal pour refonder notre vivre ensemble. Veuillez prier pour le Sénégal, pour un Sénégal uni, un Sénégal de paix, un Sénégal de prospérité. Prière pour que ce lieu de spiritualité soit une source intarissable de dons de Dieu. Après Popenguine, le président de la République a visité ce samedi les stands de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, occasion pour le chef de l'État d'échanger avec les producteurs et transformateurs de la chaîne de valeur agricole. Il s'en félicite et invite les Sénégalais à changer les habitudes alimentaires pour une souveraineté à court terme. Nous retrouvons Aboubakry Kane. Assurer la promotion et les échanges commerciaux des organisations de producteurs du Sénégal et de la sous-région, telle est entre autres la vocation de la FIARA. Habitué de ce rendez-vous annuel et passionné de l'agriculture dans son sens large, le président Bassirou Diomaye Faye a pu visiter les stands et échanger avec les acteurs. Chaque année que la FIARA ou le salon est organisé, je suis venu visiter. Et j'ai passé beaucoup plus de temps que je n'en ai passé aujourd'hui. Parce que quand j'entre ici, c'est toute une passion que je vois. Qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse de l'élevage ou qu'il s'agisse de la transformation des produits de toute nature. J'en suis toujours ressorti triste parce que je voyais le potentiel qu'il fallait exploiter pour prendre en charge les défis qui s'imposent à nous, en Afrique de façon générale, mais surtout ici au Sénégal. Nous avons des problèmes qu'on n'a pas encore réglé. Une oreille attentive pour surtout recueillir les préoccupations des différents exposants. Une approche de rupture systémique qui privilégie l'écoute pour mieux prendre en compte les aspirations des acteurs de l'agriculture et de l'élevage, mais aussi de la transformation des produits issus de ces secteurs, ce qui permettra de mettre en œuvre la vision et le projet. Nous avons dit que nous voulons que notre mandat soit marqué par l'accession réelle du Sénégal à la souveraineté. Pas seulement à la souveraineté internationale, mais à la souveraineté alimentaire, à la souveraineté monétaire, à la souveraineté pharmaceutique, à la souveraineté numérique, j'en passe. Donc, des rendez-vous comme ça qui permettent aux acteurs qui ont les solutions à apporter et qui demandent un accompagnement de l'État, c'est un rendez-vous important dans le sens où ça permet aux autorités, notamment les ministres, mais aussi le président de la République que je suis, de voir l'horizon des possibles et ce qui est en train d'être réalisé de façon effective, parce que les gens viennent exposer des résultats de travaux ou de réalisations qui sont déjà faits sur le terrain. L'atteinte des objectifs passe par des mesures idoines pour une bonne campagne agricole et un soutien adéquat au monde paysan. Pour cette année et pour la première fois, l'engrais a fait l'objet d'un appel d'offres, grâce auquel le prix de l'engrais va baisser cette année comparativement aux 3 dernières années. Mieux, il y aura une plus grande disponibilité de l'engrais. Encore mieux, nous avons pour cette année impliqué les autorités militaires pour que les subventions et l'accompagnement de façon générale pour lequel l'État injecte beaucoup d'argent aille effectivement aux vrais bénéficiaires, à savoir les agriculteurs, les éleveurs. Et nous allons non seulement renforcer ces investissements-là, mais nous allons encore faire davantage dans la gouvernance pour avoir les résultats sans lesquels il n'y a pas de souveraineté. Tant qu'on ne réussira pas à cultiver pour nous-mêmes ce que nous consommons et qu'on dépendra des aléas de la conjoncture internationale
ou même des caprices d'autres pays qui décident de ne pas vendre, on aura des problèmes pour nous alimenter correctement. La directive est donc claire, adapter la politique agricole à nos besoins alimentaires, produire ce que nous consommons, mais aussi sensibiliser les Sénégalais à consommer ce que nous produisons. Autre aspect de l'actualité, le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce samedi un conseil interministériel consacré aux examens et concours, CFE, BFM ou encore le bac. Le chef du gouvernement veut s'assurer de leur bonne organisation. 19 mesures ont été prises et la lancinante question de l'état civil des candidats constitue une préoccupation majeure du Premier ministre Aram Ndao. Certaines épreuves du CFE ont déjà démarré. Le bac général et le bac technique pointent. Une dizaine d'examens et de concours à tenir entre mai et octobre. Pour la première fois, un conseil interministériel leur consacre une attention exclusive. Nous connaissons bien les défis et ils sont colossaux. Quand on parle de l'éducation, c'est l'infrastructure, c'est le social, c'est les ressources humaines. Il nous faut travailler à être assez performants sur chacune de ces rubriques. 19 mesures seront édictées par le Premier ministre pour améliorer l'organisation des examens et concours à venir. La question de l'état civil y occupe une place centrale. Monsieur le Premier ministre engage les ministres chargés de la justice et des collectivités territoriales, en collaboration étroite avec les maires et leurs associations, à apporter un traitement intransigeant aux abus sur l'état civil, notamment en identifiant et en sanctionnant les auteurs de contrefaçon dans les mairies et leurs complices externes. Parce qu'il est inadmissible que des citoyens de manière générale et particulièrement des enfants soient victimes des négligences, même pas des fautes d'agents qui ne font pas ce qu'ils doivent faire, ou alors pour des raisons liées au monnayage, se retrouvent à délivrer le même papier à 50 personnes. C'est des questions qui ont des solutions très simples. C'est la fermeté dans l'application de la loi. Et c'est pourquoi nous attachons beaucoup de prix à ce qu'on mette fin définitivement à ce phénomène. C'est que près de 70 000 candidats au CFE, 5 800 au BFM sont confrontés aux problèmes d'état civil. Le Premier ministre prend le taureau par les cornes, de même qu'il souhaite relever le défi des programmes à assainir. Il faut aller vers le pragmatisme au sein de l'éducation. Mais je vais mettre en exergue 2 ou 3 éléments. C'est l'introduction de nos langues nationales. Nous considérons qu'une partie de notre retard s'explique par le fait que nous voulons, à bas âge, imposer à nos enfants de s'alphabétiser dans des langues qu'ils ne possèdent pas, que même leur papa et leur maman souvent ne possèdent pas ou ne possèdent qu'imparfaitement. Et ça n'existe qu'en Afrique. Les études ont démontré qu'on perd entre 8 et 13 ans pour que l'enfant essaie de posséder une autre langue, alors qu'au moment où il va à la maternelle, il parlait déjà sa langue maternelle. L'autre élément important, c'est éventuellement l'amélioration de l'apprentissage de l'anglais, qui est par la force des choses devenue la langue de communication internationale. Dans ces directives, le Premier ministre a aussi insisté sur le convoyage et la sécurisation des épreuves, la mobilisation des ressources nécessaires à l'organisation des examens et concours, la prise en charge sanitaire des candidats. Le rebasing social, une option du gouvernement pour une meilleure prise en charge des différentes préoccupations dans le pays. Le Premier ministre a expliqué ce concept à marge du Conseil interministériel sur les examens et concours. Il permettra de revoir ou de réaménager certains modèles financiers. Nous écoutons à ce propos le Premier ministre Ousmane Sonko. Souvent, on parle de rebasing budgétaire qui consiste à revoir ou à réaménager les bases sur lesquelles un budget est assis, est construit et établi. Mais ce qui m'importe le plus aujourd'hui, moi, c'est de procéder à un rebasing social. On ne peut pas aller vers les ruptures structurelles souhaitées
si on reconduit systématiquement les mêmes modèles. Ce qui est sûr, c'est que le système de rémunération dans la fonction publique, je ne spécifie pas pour les enseignants, ce système a été déstructuré depuis les années 2000, avec une gestion démagogique consistant à une approche sectorielle d'ajouter ou d'augmenter à tel et d'attendre que les autres crient au scandale pour négocier et prendre des engagements. On ne gère pas comme ça une masse budgétaire, une masse salariale. Il y a des équilibres liés à des hiérarchies, liés à des grades, liés à des fonctions qu'il faut respecter. Une fois que vous les désagrégez, vous créez une situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qui nous rattrape. Il faut qu'on ait le courage aujourd'hui de revenir à une discussion sincère et sérieuse sur la question pour assainir et stabiliser définitivement cette problématique. Quelqu'un a soulevé la question de la grève au niveau des collectivités locales. Comment pouvez-vous inscrire dans un texte qu'à chaque augmentation accordée aux gens de la fonction publique doit immédiatement profiter aux agents des collectivités locales, alors que l'État ne transfère pas à ses mairies les moyens qui doivent aller avec? Quelle est la mairie au Sénégal qui peut suivre le rythme? Il n'y en a pas. Je vous le disais dans les titres, quelques jours après sa mise en service, le bus rapide transit fait le bonheur des usagers. Beaucoup de Dakarois ne se livrent plus à la course, à la quête d'un moyen de transport. Ce vaste projet urbain pour un transport de qualité donne un nouveau souffle à la mobilité et procure surtout un gain de temps énorme aux usagers. Marie Mbiramba. Telle une vedette, le BRT ne passe pas inaperçu. Nous sommes à Guédiawaye. Ici, usagers et riverains saluent la mise en service du bus rapide transit. À l'image de Hamidou Mbaye, qui compte un gain de temps énorme avec ce moyen de transport. Moi, je viens de Liberté 5 pour arriver à la préfecture de Guédiawaye et ça m'a pris moins de 30 minutes. Et des arrêts de 1 à 2 minutes. Donc, si vous enlevez ça, c'est-à-dire qu'entre 15 et 10 à 15 minutes, vous faites Liberté 5, Guédiawaye. Autre aspect, cette infrastructure a carrément changé le cadre de vie. Moi, je connaissais un peu cette zone-là où nous sommes. Ça change totalement le cadre de vie. Totalement. Et ça, c'est aussi un autre aspect de la durabilité de nos villes. Un pays devrait quitter un point A pour aller en point B. Et là, je pense que nous avons dépassé même le point B avec vraiment les BRT. À la gare Liberté 6, même décor. Ici, le BRT, une aubaine, surtout pour les élèves. Le BRT, vraiment, je trouve que c'est une excellente idée parce que ça nous arrange, ça nous facilite notre vie scolaire. Par exemple, là, on doit quitter Liberté 6 parce qu'on était en train de faire un cours de renforcement pour rejoindre un autre cours à BM et ça nous facilite. Aussi, sur un autre point, les bus qu'on ne fait pas vraiment confiance ces temps-ci à cause des accidents et tout. Avec le BRT, c'est la sécurité. Toutefois, certains souhaitent qu'on revoie les tarifs. De Guédiawaye à Petersen, c'est 500. On devrait diminuer le prix de Liberté 6 à Petersen aussi, c'est 400 bahts. La distance, elle n'est pas si grande en fait. On devrait diminuer le prix par rapport à Guédiawaye qui fait 500. On devrait au moins amener ça à 300 vu la distance. D'autres appellent les populations à préserver ce patrimoine national. J'appelle les Sénégalais, nous faisons affaire. Vraiment, je suis ému. C'est en Europe, c'est comme en Europe. Et puis bon, nous remercions le président Macky Sall, sincèrement parlé, pour ce beau travail qu'il a fait pour le peuple sénégalais. Et puis nous souhaitons que le président actuel, Sonko Diomaye, qu'il fasse de mieux, vraiment, pour que le Sénégal émerveille. Le bus rapide transit, une révolution des transports de masse pour désengorger la métropole de Dakar. Pour rappel, les statistiques renseignent que les embouteillages occasionnent des pertes énormes estimées à 100 milliards chaque année. Le BRT est un projet de transport structurant. Le bus rapide transit devrait apporter une solution durable à la congestion routière à Dakar. Nous écoutons à ce propos Thierno Birahim Aou, directeur général du CETUD. Il était l'invité du JT de 20h hier.
Une belle victoire pour le Sénégal. Nous avons démarré l'exploitation avec le lancement présidé par M. le ministre des Transports terrestres, M. Malick Ndiaye. Une belle victoire parce que le Sénégal est en train d'exploiter le premier BRT au monde 100% électrique, c'est ce que nous avons offert au Sénégal. Et ce BRT a été primé meilleur projet 2024 dans le cadre des innovations que nous avons implémentées pour la structuration institutionnelle et financière de la partie PPP. Les sourires des Sénégalais, le temps de parcours qui a été réduit de moitié entre Guédiawaye et Dakar, qui se transforme en temps pour la famille, pour l'éducation, pour la productivité, est extrêmement important pour les Dakarois quand on sait que 900 milliards sont perdus annuellement du fait des externalités négatives liées au transport routier. Donc ce changement de paradigme que nous opérons avec l'introduction de transport de masse et le dernier venu, le BRT, est extrêmement important pour les Sénégalais et nous avons eu tout le plaisir à être au service des Sénégalais pendant ces années pour en arriver là et vous livrer le service de qualité que vous avez depuis mercredi. Alors, est-ce que le comportement des bus est pareil qu'en phase test ou avez-vous noté des changements? Alors, c'est l'occasion de revenir sur les tests qui ont été extrêmement lourds et rigoureux. On a fait 4 mois de tests. J'ai entendu les Sénégalais dire qu'ils sont impatients. Ils sont en train de gaspiller beaucoup de carburant, même si ces bus sont 100% électriques. Mais tout ça est rigoureusement, en fait, géré, dimensionné dans un contrat modèle de PPP. Nous avons fait quasiment 2,7 millions de kilomètres avec un accident de niveau moyen. Et tout ça, c'était aussi pour faire s'habituer aux Sénégalais de la nouvelle infrastructure et des services BRT qui seront à des fréquences très élevées pour que chacun puisse adopter le comportement approprié par rapport à ce niveau de service. Donc, c'est des tests réussis, forcément une exploitation qui démarre bien. Il n'y a pas beaucoup d'incidents. J'ai reçu encore le rapport d'hier. Nous sommes à 45 000 voyageurs pour quelques 45 bus qui sont déployés sur un total du parc de 121. Vous savez aussi que nous exploitons seulement 14 stations. Donc c'est très prometteur et les Sénégalais apprécient le service. Et à quand l'ouverture des autres stations? Écoutez, on y travaille d'arrache-pied avec Ageroute, toutes les entreprises mobilisées. Nous attendons l'accompagnement de l'État aussi pour les quelques équipements à acquérir pour rendre conforme le reste des stations. Il en reste 8 en réalité, parce qu'il y a une station prête et qui n'est pas exploitée. Nous pensons raisonnablement que dans le 3e trimestre de cette année, au plus tard en septembre, on pourra déployer l'intégralité du service, offrir des fréquences de service de 2 minutes et moins. Actuellement, nous sommes à 6 minutes d'intervalle de service et c'est déjà bien apprécié parce que le bus offre le confort, la régularité et la sécurité attendue par les Sénégalais. Donc rendez-vous dans quelques mois et nous travaillons de jour et de nuit pour vous livrer l'intégralité du service. Voilà, Thierno Birahim Aou, directeur général du CETUD, invité du journal de 20h d'hier. Place à présent au journal des régions. Et pour démarrer cette deuxième partie de l'édition de la mi-journée, tout de suite direction Popenguine où se déroule la 136e édition du pèlerinage marial. Et nous retrouvons en direct René-Léon Fonseca. Bonjour Fonseca. Bonjour Aminata Menguefal. Voilà, René-Léon Fonseca, la Pentecôte était au cœur des festivités ce matin à la cité mariale. Écoutez, Aminata Menguefal, vous entendez, juste derrière moi, les fidèles récitent le chapelet au pied de la très sainte Vierge Marie, un grand moment de dévotion et de prière collective. Vous l'avez dit, Popenguine a célébré ce matin la solennité de la Pentecôte, marquant une fête qui marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres 50 jours après Pâques. Et une messe solennelle s'est tenue à l'ancien
à l'ancien, allais-je dire, à l'ancien sanctuaire ici à Popenguine. Nous y reviendrons bien évidemment avant la fin de cette édition. Et sachez que cette nouvelle grotte qui est juste derrière moi a été bénie. La cité Maria l'accueille désormais une statue flambant neuve de Notre-Dame de la Délivrande. Cet espace aménagé est maintenant ouvert aux pèlerins pour prier et méditer. Je vous propose de suivre ce reportage signé François Sec. Dans cette nouvelle grotte, c'est l'histoire de l'art qui s'unit avec la Vierge Marie. Cette nouvelle statue géante de Notre-Dame de la Délivrande trône majestueusement dans la grotte. Ce sont les légions de Marie qui sont vraiment des vraies pionnières et qui ont pris à bras le corps le travail qui a été fait ici. Elle est faite de bronze et pèse plus de 100 kg. Commandée en Chine, elle est à hauteur d'homme, 1,55 m, pour témoigner la place de choix qu'occupe la Vierge Marie dans l'Église. Nouvelle grotte, nouvelle statue pour une nouvelle vie chrétienne. Donc c'est un nouveau départ qui nous est demandé à nous tous pour que par la grâce de Dieu, nous puissions faire des pas supplémentaires, des progrès sans cesse renouvelés. Construite en forme de calebasse, la grotte devrait recevoir toutes les intentions afin que la Vierge Marie les présente à son Fils. Nous avons imaginé les premières esquisses comme des colonnes et finalement, avec Monseigneur Benjamin Ndiaye, en discutant, et il nous a dit, mais pourquoi vous ne feriez pas une calebasse? Parce que la calebasse, c'est l'instrument ou l'outil sénégalais, ou africain même, où l'on met tout ce qui est offrande, où l'on met tout ce qui est nourriture. Donc elle nourrit, elle donne de la spiritualité et tous les actes spirituels se font dans les calebasses. On a dit pourquoi pas. Donc c'est là qu'on a commencé à réfléchir et à voir comment on allait réaliser cette calebasse, parce que c'est pas facile de faire une calebasse en tout en rond et de l'encastrer dans la grotte. Parce qu'une grotte, en principe, c'est des rochers avec un élément à l'intérieur. Donc nous avons fait une première esquisse. Et dès la première esquisse, il nous a dit c'est exactement ce que je voulais. Donc on est parti sur cet esprit de calebasse qui donne et qui reçoit. D'une capacité d'accueil de 500 places assises, elle est extensible. C'est un passage obligé pour les pèlerins, un excellent endroit pour méditer et prier. Alors nous voulons demander aux gens, comme l'archevêque le veut lui-même, que la grotte soit un lieu propre et vert. Et que ceux qui amènent des bougies, Dieu n'est pas aveugle, il sait voir, il comprend les intentions avant qu'on les ait exprimées. Il va exaucer nos prières encore et encore. J'invite tout le monde à comprendre cette recommandation et qu'on puisse prier de la meilleure des manières. Une bénédiction historique faite dans la ferveur. Chantez de joie d'être sauvés, alléluia. À noter que la réalisation de la grotte entre dans le cadre d'une vaste opération de réhabilitation des sites religieux. Et retour également sur la messe d'envoi des marcheurs hier au Cap des Biches, célébrée avec ferveur et solennité. Cette messe marque le début d'une longue traversée de foi pour les jeunes pèlerins. Youssouf Kaba y était pour nous. Cette messe d'envoi célébrée au Cap des Biches marque le début d'une longue traversée de foi pour ces jeunes pèlerins. Ils ont fait leur premier pas vers la cité mariale de Popenguine dans une atmosphère empreinte de spiritualité et de dévotion. Tous ont reçu la bénédiction qui les guidera tout au long de leur périple. C'est à nous, jeunes catholiques, que revient la noble et exaltante tâche de protéger notre Église de ses détracteurs. Chers frères et sœurs en Christ, laissez-moi vous le dire, de nos jours,
Beaucoup de gens prêchent pour eux-mêmes et s'autoproclament détenteurs de la vérité sur Dieu et sur la religion. Parfois, ils ne se gênent même pas pour attaquer l'Église et traiter les chefs hiérarchiques de cette Église de falsificateurs de la vérité révélée. Comment devons-nous réagir sans verser dans une polémique malsaine qui serait contraire à nos vertus de dialogue et de paix? Chaque regard, chaque prière témoigne de la profondeur de leur engagement spirituel et de leur détermination à accomplir ce pèlerinage. Cette année, les jeunes marcheurs sont appelés à suivre les pas du Christ de manière encore plus intense. Chers pèlerins, être témoin du Christ ressuscité, c'est notre mission à nous tous. Car le jour de notre baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint pour chanter les merveilles de Dieu. Alors, à porte d'aujourd'hui et de demain, quittons notre confort et notre sécurité pour aller à la rencontre des personnes malades, éprouvées, molestées, des personnes sans espoir. Les jeunes sont encouragés à porter cette démarche de foi, non seulement comme un acte de dévotion personnelle, mais aussi comme un témoignage vivant de leur accompagnement chrétien. Démarche de foi, de partage et de prière. On est venu pour demander à notre maman Marie la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix dans notre Sénégal, la paix dans notre sous-région. La paix pour toutes celles qui nous demandent de prier. Et nous prions pour tout le monde, les malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les cliniques, ceux qui sont dans les maisons, ceux qui voulaient venir et ne peuvent pas venir, ceux ils ont des empêchements. On prie pour le monde. Je vais me préparer comme l'année dernière. Je vais mettre tout mon espoir en notre Seigneur et marcher avec la présence du Saint-Esprit jusqu'à Popenguine. Ce dimanche, les jeunes marcheurs prennent le chemin de la cité mariale de Popenguine, un voyage qui culminera dans la ferveur et dans la communion. Chaque acte est un pas vers un renouveau spirituel, chaque kilomètre parcouru, une affirmation de leur foi. Et voici le programme de la journée ici à Popenguine, Aminata. D'abord, il y aura l'accueil des marcheurs à 15h. Ce sera un grand moment de communion et de partage. C'est juste magnifique. C'est un moment à vivre absolument ici à Popenguine. Ce sera suivi d'une grande veillée de prière ce soir à 22h et de la messe des marcheurs également. Voilà, Aminata Mengefa, ce qu'on pouvait dire cet après-midi sur, bien évidemment, les temps forts de cette journée ici à Popenguine. Merci René Léon Fonseca. Nous allons certainement vous retrouver dans nos prochaines éditions pour nous parler de l'arrivée des marcheurs. Et nous restons à Popenguine où la générosité est le propre des familles. À l'occasion du pèlerinage marial, elle distribue et donne à manger aux pèlerins venus d'ailleurs, un acte cher à l'Église catholique, mais également à la famille saine. Youssouf Kaba est allé à sa rencontre. Elle a établi sa cuisine au domicile familial. Marie-Louise se donne à cœur joie à cette démarche de foi mariale, de générosité sans limite. Depuis 2000, j'accueille les pèlerins ici. Je n'attends rien d'eux. Je prépare, je leur donne à manger. Et puis, ce que j'attends d'eux, c'est seulement des prières. Des prières que j'attends sur les gens que je donne à manger ici. Ce sont des actions que je fais au nom de Jésus et de la Vierge Marie. Comme on a dit que pèlerinage national, marial de Popenguine. Bon, on doit accueillir les gens avec bon cœur, sans attendre quoi que ce soit d'eux, seulement la prière. Ici, le pèlerin reçoit l'action de grâce avec le sourire, mais avec un grand cœur, une tradition familiale perpétuée par la descendance. Ça me touche le cœur, en les accueillant, en leur donnant à manger, même des fois... je suis très contente en les voyant venir vers moi. Marie-Louise, donne-moi ceci, je leur donne ça. Par la grâce de Dieu, je les accueille avec des sourires, mais pas le visage fermé. Le pèlerinage marial de Popenguine, en moment de ferveur et de communion, se présente également comme un rendez-vous rare de profession de foi et de charité sur la voie tracée par Notre-Dame de la Délivrance.
On le fait pour Maman Marie. Il y a des gens qui viennent de loin, qui n'ont rien amené pour manger. Ils viennent ici, ou elles viennent ici. On leur donne à manger, on leur sert à manger. Il y en a même qui se couchent ici. La générosité est une recommandation, un sacerdoce cher à l'Église catholique. Et qui parle de charité, parle bel et bien du cœur de notre vie de foi. Car le christianisme ne peut pas être défini sans la charité. C'est la charnière de notre foi. Et cela se fait de plusieurs manières. Le fait de vivre la charité avec l'autre, l'accueil, la fraternité, la compréhension, l'entraide mutuelle. Voilà. Tout ça contribue à faire rayonner notre foi. Ici à Popenguine, le partage est sacré. Il intervient à travers toutes les familles. Il participe à la générosité et à la célébration de ce pèlerinage marial. Le Maroc, où les projections de films se poursuivent au festival de Khouribga. Plusieurs thèmes d'actualité sont abordés. Les réalisateurs rivalisent de créativité dans leur production au grand bonheur du public. Nous retrouvons Ndeiko Mandiaye. Les projections se poursuivent, le public toujours présent. À la sortie de la salle, les réactions s'enchaînent. Les spectateurs partagent leurs émotions. Elle a presque passé tout le film en train de parler juste au téléphone aux autres personnages. Je pense que c'était pas du tout facile. Un travail difficile à faire, un travail d'acteur, de psychologie, de personnalité, de présence surtout. On voit des expressions de visage, de grimaces. On sent la peur, on sent la tristesse, on sent aussi parfois la dépression. L'actrice, elle a fait un très grand effort, un très grand travail. Je félicite aussi le réalisateur pour ce choix. C'était vraiment difficile parce qu'il fallait les moments où on devait prendre des pauses pour que je puisse me récupérer et tout ça. Les émotions étaient trop et donc c'était pas du tout facile, mais on a poussé jusqu'au bout. Les réalisateurs assistent à la projection de leurs films. À travers leur production, ils envoient un signal fort. Lutte contre la corruption, la stigmatisation ainsi que d'autres fléaux qui gangrènent le monde actuel. Mon film parle d'une jeune albinos rejetée par sa famille et qui se demande qui elle est, qui se questionne sur son identité. Plus qu'un message, c'est un film qu'on a fait surtout pour questionner le spectateur, pour questionner les gens sur les questions des identités, des représentations et surtout aussi pour montrer que quelle que soit la différence, toute discrimination est quelque chose qui est ignoble. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu transmettre. We are actually living in a world right now which is diminishing because of corruption, and I think nobody is courageous enough to talk about it. Nous vivons dans un monde gangréné par la corruption. Il faut être très courageux pour en parler à travers un film. Nous pointons du doigt ce qui ne va pas dans notre société. C'est le moment de dénoncer pour le bien de l'Afrique. Il faut aussi noter que les femmes ont un rôle important à jouer dans la société. Il faut les laisser jouer leur partition. Should in a way contribute in the mentality that there is no need to undermine women in the society. It was really challenging doing this project. À travers les contenus, le spectateur en apprend davantage sur la tradition de chaque peuple. Le cinéma africain est célébré en cette 24e édition du Festival de Khouribga. En plus des projections, il y a aussi des colloques et des débats sur les thèmes traités. Tout pour rehausser la beauté des richesses culturelles que renferme l'Afrique. Merci Ndeiko Mandiaye. Voilà, c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour l'édition en Wolof. Bon après-midi à tous. À tout à l'heure.